Bienvenue à tous, salut Alex. Salut Jeff. Comment ça va? Bah écoute, super hein. Alors raconte-nous à nouveau ce qu'est le club. Alors le club c'est classique, hein. Maintenant vous avez l'habitude, c'est un talk show positif. Il y a toujours le fauteuil club, un décor et vous voyez il évolue à chaque saison et un invité ou une invitée qu'on découvre et redécouvre ensemble. Cette semaine on va parler théâtre, on va parler cinéma, on va parler comédie française, mais tu verras avec une touche d'international. Effectivement, on a le grand plaisir d'accueillir une personnalité qui est solaire, hein. Je dirais même un si grand soleil. C'est une actrice, on a le plaisir de recevoir Marie-Gaëlle Cals. Marie-Gaëlle, si tu veux nous rejoindre sur notre studio. Salut Jeff. Salut Marie-Gaëlle, Alex. installe-toi. Merci de votre accueil dans ce si beau décor, si solaire. Avec grand plaisir. Il te plaît? Est-ce que tu vois déjà, est-ce que tu te sens bien ici? Ouais, je trouve ça très joli, c'est végétal, c'est léger, c'est light et c'est beau. Ouais, je me sens très bien. Alors c'est la version été indien de notre décor qui est conçu, on le rappelle, par Mona Market, qu'on salue, on les remercie pour ce choix du design. Ce qu'on veut, c'est un décor qui soit positif. Alex, donc on va avoir une émission positive. Raconte-nous un petit peu le programme avec Marie-Gaëlle. On va essayer, en tout cas on l'a construit comme ça, décor positif, invité positif, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce qu'on t'a prévu aujourd'hui, tu verras, c'est du classique, on va s'intéresser à toi dans un premier temps. Jeff a prévu des petites questions-réponses sous le format du Wiki Club. Ensuite, on va aller un petit peu plus dans le détail dans ton parcours. Tu vas pouvoir nous échanger des anecdotes et on va en discuter. Il va y avoir un volet international. Il va y avoir un volet un peu plus personnel. On t'a demandé de ramener un objet. Donc, tu vas nous présenter cet objet et pourquoi. Et enfin, on va passer dans le petit salon qui est juste derrière moi. Et je ne vais pas t'en dire plus. Tu auras quelques surprises comme ça. Très bien. Exactement, le but c'est à la fois d'être positif mais aussi d'être inspirant. Tu sais que cette émission elle est faite pour inspirer les créateurs de projets, les gens qui vont se lancer dans l'entreprise et on veut mettre en éclairage en fait des personnalités diverses et variées. Aujourd'hui c'est une artiste et on va voir de quelle manière effectivement tu t'es lancé grâce au Wiki Club. Alors en quelques chiffres et n'hésite pas à rebondir bien sûr sur ces infos-là. Ce qu'on sait de toi dans ton parcours, c'est que d'abord tu es parisienne d'origine et après ton bac tu t'es lancé donc tout de suite au cours Florent en passant le concours de la classe libre. Exact. J'ai passé le concours de la classe libre. Je suis arrivée, en fait, j'avais fait des cours en première pour les lycéens le samedi. Et effectivement, je continue mes études et je passe le concours de la classe libre. Je l'obtiens. Et ce qui donne en fait la gratuité pendant 2 ans, ce qui est un très très beau cadeau pour 10 élèves. Et effectivement, ça rassure les parents. Et voilà, et ça confirme quelque chose en tout cas, quand on a ce désir-là, on ne sait pas si on a raison de s'y lancer ou pas. Et c'était un premier petit coup de pouce et positif pour le coup, vraiment. Ça valide finalement ton choix de se lancer dans cette carrière-là. Ouais. Ça donne la possibilité de le tester sans risque en plus. Pour le coup, c'est d'essayer. Et on a 2 ans pour voir comment ça fonctionne et comment on s'y adapte. Exactement. Et puis, il y a aussi des études, puisque les parents, c'est vrai quand même, quand on passe le bac, il y a fais tes études et puis tu verras. Et effectivement, moi, ça m'a laissé cette liberté, cette fenêtre ouverte par rapport à mes parents à l'époque, en se disant, bon, on lui fait confiance, voilà. Et ils te font confiance et en même temps, tu gagnes leur confiance puisque tout de suite, tu t'inscris au concert, tu gagnes le concours, enfin, tu réussis à rentrer dans le Conservatoire national d'art dramatique de la ville de Paris. Donc là, c'est vraiment, ça va t'installer pendant 3 ans dans des études qui vont te donner tout le socle de ta future carrière. Oui, très classique, effectivement. J'ai la chance de l'obtenir, je le tente et je l'ai. Et je travaille avec des metteurs en scène comme Philippe Adrien, qui est à La Tempête à l'époque, Stuart Side, qui est à Lille, le Théâtre National de Lille à l'époque, Daniel Mesguich. Donc, et puis tout un panel de professeurs comme Caroline Barcadet, qui est chorégraphe à l'époque, Mario Gonzalez, qui est professeur de masque. Enfin, vraiment, on est dans un berceau très privilégié. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Très, voilà, avec des artistes. Tu es jeune, donc on peut dire que ce sont des professeurs et des mentors quelque part qui te lancent un peu, qui te laissent une empreinte dans ce qu'ils te transmettent dans cet art d'être acteur, actrice. Oui, mais tout en étant eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une pédagogie, c'est-à-dire que voilà, ils sont là et nous on fait le chemin, on absorbe. Et on suit tout de suite en fait.
c'est ce que j'ai remarqué, ce qui m'a un petit peu interloqué au départ, c'est qu'il n'y a pas, on ne nous tient pas la main comme au cours Florent, on nous fait travailler les scènes. C'est tout de suite en tant que futur professionnel. D'accord, en fait. c'est la mise à niveau par l'action. On nous dirige tout de suite. On nous dirige, voilà, exactement. C'est intéressant aussi ça comme manière de faire, de tout de suite en fait être dans les conditions du direct ou de la réalité, et au fur et à mesure, c'est nous qui gravissons les échelles. Oui, en fait, on est considérés dès le départ comme des professionnels. Alors évidemment, on est aussi une recherche pour eux parce qu'ils sont en train de travailler sur un spectacle et que d'un coup, ça les intéresse. Et c'est interactif. Je pense que c'est l'un nourrit l'autre. Enfin, Ce qu'on comprend dans ton parcours, c'est que c'est éclectique, c'est très varié, et oui, justement, tu es dans l'expérimentation. Et ce qu'on peut dire, c'est que de la même manière que ces professeurs, finalement, vous ont poussé à l'expérimentation, toi, tu vas aussi avoir la curiosité, par exemple, d'aller à New York et de travailler c'est Lee Strasberg Institute, ouais. c'est ça? Donc ça vient comment et ça t'amène quoi dans ton parcours? Alors ça, c'est un truc de dingue. Je vais à New York parce qu'effectivement, je suis parisienne, donc j'ai pas eu cette espèce de... Je monte à la capitale, ce oui. petit voyage initiatique où on sort de sa famille, etc. Et je le fais un été, l'été précédent, ma 3e année au conservatoire. Et je tombe amoureuse de New York et j'y retourne au jour de l'an et je me dis, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve un moyen. Et c'était mon rêve américain. Et effectivement, j'ai été voir ma banquière, je me suis arrangée, j'ai été voir le directeur du conservatoire, Marcel Besonnet. Et j'ai même une lettre que j'ai encore gardée de Stuart Side, parce qu'il fallait être quand même recommandé. Et je pars 3 mois là-bas au Lee Strasberg Institute, je travaille à côté. Et voilà, et je fais toute cette légende de travail sur l'acteur, de la mémoire sensorielle. Et c'est 3 mois de dingue pour moi. Et c'est peut-être la première fois, puisque tu es loin de ta famille, comme tu le disais, tu sors un peu du coup de ton cocon, parce qu'avant tu étais à Paris. Et tu découvres peut-être une nouvelle manière, parce que tu viens de nous dire qu'il y avait une méthode bien spécifique dans le conservatoire. Est-ce que là, ça s'y rapprochait? C'était complètement différent? Alors là, pour le coup, il y a une méthode. Au conservatoire, il n'y a pas de méthode. Okay. Mais là, il y a une vraie méthode. Il y a une méthode qui sont des outils. Maintenant, je n'ai pas eu le temps, 3 mois, de tout voir. Mais depuis toujours, je suis attirée par cette espèce de décontraction, cette espèce de... Où je sens que les acteurs américains incarnent son physique, n'ont pas peur de leur physique, même vous regardez les plus gros succès des films populaires, des Spider-Man, où une scène ne veut pas dire grand-chose, mais l'acteur la rend dingue. C'est-à-dire que de 3 phrases qui veulent rien dire, peut-être sur le scénario, il l'incarne et il la rend dingue. Voilà. Je suis attirée, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, et je veux traverser ce truc-là. Et j'ai cette connexion parce que je trouve que c'est un travail organique. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, actrices américaines dont je suis fan, et voilà, et c'est mystérieux, je ne sais pas pourquoi, et donc je veux m'approcher de ça. Et il y a ce matériau-là que tu ramènes avec toi dans tes valises après cette expérience. Tu reviens au Conservatoire national. Oui, je finis. Et finalement, tu viens postuler aux Journées de juin. Hein, c'est la fin du parcours. Voilà, c'est la continuité de l'année. En fait, on a ces Journées de juin quand on est au Conservatoire où il y a des professionnels qui viennent, des metteurs en scène, surtout des agents, des castings, et donc voilà, c'est une journée porte ouverte où on montre le travail, soit des pièces, soit des scènes qu'on a préparées pour là, ils viennent chercher, eux, les talents et vous, les opportunités. Exactement. Donc, tout de suite après, tu enchaînes sur finalement le début de ta carrière professionnelle. Oui, je rencontre un agent à l'époque qui me prend tout de suite, et j'embraye en septembre avec une série tournée par Denis Granier de Fer qui s'appelle Chasseur d'écume, avec Jacques Perrin, je me souviens. Mais par rapport à ces Journées de juin, je voulais te poser la question quand même. Quand on est sur ce parcours déjà depuis plusieurs années, qu'on sait que c'est difficile d'arriver au bout, ça se passe comment la préparation de ces journées? Est-ce qu'on a l'impression que ça peut être un tournant dans sa vie, ou est-ce qu'on se dit bon, c'est une étape de ma formation et on verra ce qui s'y passe? T'es comment à ce moment-là dans ton état d'esprit quand tu prépares ces journées? Il y a quelque chose quand même au conservatoire qui est, même si en fait on est très peu par promotion, on est 20, donc ça fait à peu près 60 élèves puisqu'il y a 3 années. Bien sûr qu'il y a un truc... le calendrier c'est coché. 60 ou en tout cas 20 individualités qui ont entre 20 et 24 ans, 25 ans au plus. Qui se mettent sur le marché. Voilà, je pense qu'il y a... Et voilà, il faut avoir cet esprit-là.
On l'a pas tous forcément, on veut pas forcément tous faire ce métier de cette manière-là, ou alors on peut être choqué de certains comportements qui se révèlent à la fin de l'année. C'est voilà, c'est un truc de lionceau, quoi. Il y a quand même ce petit côté. Il y a voilà. Il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre, Ouais. et puis oui, il y a une pression. Ouais, il y a une pression. Alors on va effeuiller finalement après la poursuite de ta carrière, mais finalement tu te lances réellement de manière forte au travers d'une première série majeure dans laquelle tu as le premier rôle féminin et ça dure pendant 7 ans. C'est Un flic, la Oui. série Un flic. Voilà. Oui, qui a été créée par Frédéric Tellier et reprise après par Patrick De Wolf pendant effectivement 7 ans. Là, ce sont les images de cette ça, série-là. Ça, c'est Voilà. le premier épisode. Première fois qu'on voit Alex, mon personnage. Voilà. Et Où je effectivement, suis capitaine, ça te met quatrième. le pied à l'étrier. Alors on va voir, on va parler à la fois du théâtre, du cinéma et des séries, mais effectivement ce phénomène de ta présence et l'importance des séries télé, avec notamment aujourd'hui l'atterrissage sur la série quotidienne sur France 2, Un si grand soleil, dans laquelle tu joues le juge Alphand. Voilà, donc ça c'est l'actualité aujourd'hui qui fait ta notoriété et qui va te permettre peut-être aussi de rebondir, on en parlera dans l'émission, vers d'autres horizons, d'autres projets et d'autres possibilités et opportunités en ayant démarré voilà, mais avec ce socle classique à la base, Oui. cette teinte internationale qui a été d'ailleurs renforcée par opportunité avec l'école de dramatique de Londres. Ça aussi, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Alors oui, ça c'est, j'ai rencontré de manière totalement inopinée dans mon lieu de vie, à côté de Paris, à l'époque. Je vois, alors que je suis avec la poussette, mon fils qui a 8 mois, et je vois une affiche, la Guildhall à Fontainebleau. Alors je ne comprends pas, j'appelle, je suis interloquée puisque j'ai toujours ce petit truc-là avec le travail des anglo-saxons, et je fais des très belles rencontres avec notamment le directeur de la Guildhall à l'époque, qui maintenant, il y a une école de Guildhall qui prépare aux écoles nationales, que ce soit l'école à New York, au conservatoire. D'accord. Voilà, ils sont en train, il y a C'est la beaucoup School of Drama de voilà, Londres. exactement. D'accord. Et je rencontre des gens formidables et je travaille avec eux. Et effectivement, je me rends à Londres où je vois en fait cette école. Et pendant 1 an, ces élèves-là, quand je parle de corporalité, de corps qui s'exprime, pendant 1 an, ils ne touchent pas au texte. Ils travaillent que sur le corps, que sur cette ouverture. Et ils travaillent surtout sur l'ensemble, sur le fait, ça s'appelle en anglais ensemble. Donc sur le cœur, comme le cœur antique des pièces grecques. Et ça veut dire que l'individualité, elle prime pas en fait. On raconte toute la même histoire, c'est-à-dire en fait on gomme un peu tout ça. C'est comme, c'est vraiment presque un travail à la russe. C'est holistique un collectif, peu, c'est une globalité. vraiment, En fait, on est au service de l'œuvre et tout le monde est dans le même bateau. On se met au service de l'œuvre, exactement. Et voilà. Et là, je comprends pourquoi je suis touchée par ça. Okay. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que tout le monde est là pour raconter la même histoire, vraiment. Et moi, je voulais rebondir aussi sur le côté série et surtout pendant longtemps, parce que tu disais la série Un flic, ça a duré pendant 7 ans, c'est ça? Oui. Et là aussi, tu es dans une série qui dure aussi depuis un moment. Et ma question, c'est quand on incarne pendant 7 ans, par exemple, un flic à la télé, Alex, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un côté aussi où ça prend le pas aussi dans sa vie? Parce que pendant 7 ans, tu vois ce que je veux dire un petit peu sur le rapport au rôle? C'est moins éphémère, forcément. Et de dire, c'est pas comme si je fais un film ou un théâtre ou quoi que ce soit où c'est précis. Là, 7 ans, c'est énorme. Alors 7 ans, c'est énorme, mais c'est pas sur toute l'année. On est entre deux. À l'époque, c'est des 90 minutes, donc on n'est pas du tout sur le même format que la quotidienne d'un si grand soleil. On est sur, on prend le temps. Un épisode se tourne en 1 mois, donc il y en a entre 2 et 4 par an. Donc effectivement, ça laisse le temps de faire autre chose. Et d'autres projets, de se retrouver et de faire des enfants, car j'ai été enceinte sur deux épisodes à chaque fois d'un flic. Et il y a même un épisode où j'ai que des gros plans et j'ai des chemises comme ça, des dossiers pour cacher mon ventre qui s'arrondit, parce que c'était 3 mois de tournage, 3 ou 4 mois. Ah oui, parce que le personnage n'était pas enceinte. Le personnage n'était pas enceinte. Alors on reparlera de ce volet familial voilà, mais en tout cas, c'est une anecdote c'est une anecdote intéressante. Ouais. Et alors justement, ce qu'on te propose là maintenant, c'est finalement d'effeuiller un petit peu les 3 pans de ta palette artistique, avec notamment donc la partie dans un premier temps, alors c'est celle d'avant, théâtre, voilà, les pièces de théâtre.
sans vouloir bon, voilà, faire le fil complet il y a quand même une série d'œuvres. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu peux nous faire comme choix finalement de pièces majeures qui a, pour une raison ou pour une autre, marqué ta carrière? Alors, je dirais La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ma première pièce, je suis au cours Florent, je suis choisie par Francis Huster. On est 22 ou 23 sur le plateau, aux Estivales de Perpignan à l'époque. D'accord. Super expérience. Classique. Je fais mon métier, je suis aux anges et c'était vraiment joyeux et génial. C'est presque déjà une apogée, Francis Huster, une pièce classique aussi renommée, tout de suite avec du public. Enfin, ouais, non, c'était top. Ça t'a mis tout de suite une accélération. Oui, et puis je suis encore élève incroyable. en fait. Je suis pas au conservatoire, je suis encore élève au cours Florent et c'était Okay. top. J'ai une affection particulière pour Le Voyage pour Enoch, mis en scène par Anne Bouvier, une comédienne et metteur en scène qui est très connue maintenant, qui est mon amie du conservatoire. Et je fais avec Jérémy Banster et Adrien Raca qui écrit cette pièce. Et on la joue 6 mois à l'Espace Cardin. Et ça a été une très très belle aventure, une belle pièce, une création. Et puis, alors le jeu de la vérité, c'est un succès. Moi, j'ai remplacé Vanessa Demouy qui est en tournage et je me coltine à cette comédie. Et je me rends compte que c'est comme une partition, en fait. Qu'un effet… Sur le rythme ? Sur 2 secondes et demie après, si on le fait, eh ben, ça n'a pas le même effet. Et en fait, je teste ça et j'apprends beaucoup vraiment sur la musicalité de la comédie. Et quelques fous rires aussi sur le plateau mémorables. Voilà, qui sont difficilement répressés. Cette dimension de ce socle de théâtre pendant presque 15 ans, ça te nourrit encore dans, j'imagine maintenant, les longs métrages et les séries qu'on va effeuiller Certainement, parce que ça donne un muscle, ça donne… mais c'est pas du tout le même travail. Une capacité aussi à improviser quelque part, à s'adapter pendant le tournage ou… Parce qu'on en parle souvent de cette comparaison, les planches, un tournage. Toi, ta vision là-dessus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous… Les planches, un tournage, pour moi, c'est le même travail tout en étant complètement différent. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans la voix, il va falloir passer une intimité d'émotion au théâtre, une intimité, mais on est obligé de porter la voix. Alors, comment est-ce qu'on fait ce travail-là? Comment est-ce que d'un coup, on rend tout ce qui est tout petit et il faut le grandir énormément? Et ça, c'est le travail des répétitions, c'est de se dire, OK, comment est-ce que moi, je peux ressentir ça alors qu'il va falloir que je grandisse, alors que c'est pour de vrai, quand j'ai un vrai sentiment dans la vie, je ne le grandis pas comme ça. Mais non, ouais. Voilà, c'est tout ce travail-là, en fait, c'est de donner cette dimension. Sans le dénaturer, finalement, sans le sentiment dénaturer. qu'on va faire Donc, passer. en fait, moi, c'est le travail des répétitions, c'est aussi… Et je dirais que pour l'image, il faut donner comme si c'était dans la vie et pour autant, il faut construire quand même. Et il y a aussi une temporalité parce qu'une pièce, souvent, elle se joue pendant des semaines, voilà, des tas de soirées, alors qu'un long métrage, et on va parler de films juste après, quelque part, il y a un temps de tournage et puis après c'est fini. L'histoire se commence et c'est un projet qui s'achève. Ouais. Non, c'est sûr que de retourner au charbon tous les soirs, il y a des moments où on a hyper envie, des moments où on se dit « Oui, c'est normal. Je ne vais pas y arriver ce soir, je suis fatiguée. Ouais. Et puis l'énergie, elle revient et on se nourrit et on oublie tout et c'est fou. Et d'où la force du collectif aussi, j'imagine. Exactement. Ça, Exactement. C'est vraiment une troupe, quoi. On est tous ensemble sur les planches et on se soutient les uns les autres, quoi. Et je citerai juste Faust parce que j'ai eu la chance de mettre… les pieds sur le plateau de la Comédie Française. Ah oui. Et de rencontrer de grands acteurs, c'est quelque chose. Et voilà, Ok, ça fait partie de mon parcours. On passe maintenant au deuxième pan artistique, effectivement. Alors, les longs métrages. Alors, la dernière actu, on va en parler, c'est OSS 117 sur lequel tu as fait une apparition, un clin d'œil. Autre projet de long métrage, Marie-Gaëlle, French Film, un film anglais dans lequel tu joues un rôle d'une Française. Oui, je joue un film dans le film. Ah, un film dans le film. Mais effectivement. Donc, et qui s'appelle French Film dans le film. Encore une dimension un peu internationale là. Exactement, dans ta carrière. j'ai tourné à Londres, donc j'ai concrétisé ce rêve de jouer, non pas en anglais puisque je jouais en français, mais très beau souvenir.
un projet qui doit te tenir aussi à cœur, puisque c'est Jérémy Banster, ton compagnon, qui l'a réalisé, La vie pure, en Amazonie, hein, c'est sur la forêt amazonienne. Oui, je pense qu'il a dû vous en parler ici, sur le trajet la trajectoire d'un très jeune explorateur qu'on ne retrouve pas. Et on retrouve ses écrits au bord d'un fleuve. Et son père qui organise 18 ou 19 expéditions pour aller les rechercher. Évidemment, ça me tient à cœur. C'est un film très, très familial, de l'écriture où j'ai vu écrire dans notre salon. On l'a accompagné. Je suis allée alors que j'avais accouché 2 mois après de mon fils. Enfin, voilà. C'est immersion totale. Une belle aventure. C'est une belle aventure, voilà. Alors, on passe au 3e pan de ta palette artistique, encore une fois. Donc là, c'est l'ensemble des apparitions dans les séries, les séries télévisées. Donc ça, c'est un format, la série, qui dure bien plus longtemps. On en a parlé notamment avec Un flic, hein, qui a duré 7 ans. On te connaît, et le grand public te connaît beaucoup dans ton rôle, effectivement, du juge Alphand dans Un si grand soleil. Alors, la caractéristique de ce pan-là, de ton volet d'actrice, elle est comment? C'est un autre format, c'est aussi quelque part une obligation de nos jours d'utiliser la télévision dans les nouveaux modes de consommation, j'imagine. Oui, ça a été une opportunité qui est apparue et une opportunité qui pour moi ne se refusait pas parce que je présentais un gros projet avec une ambition artistique, avec quelque chose d'assez novateur dans la série quotidienne française, vraiment quotidienne. Et j'ai bien fait puisque aujourd'hui c'est un succès, les gens sont de manière très bienveillante, assidus. Au rendez-vous, oui. Au rendez-vous, et c'est une aventure incroyable. Et c'est tout ce pan de l'industrie maintenant, effectivement, du cinéma, mais aussi de la production télévisée, en province, qui crée de l'emploi, qui là c'est autour de ce bassin du Languedoc, là, en bord de Méditerranée, avec... On le sait, l'opportunité d'avoir de la lumière, hein, ce soleil, pour le coup, là, ça porte bien son nom, mais aussi, finalement, une autre manière de tourner que traditionnellement à Paris, par exemple. Et toi, ça a influencé ta vie, même privée, puisque tu es venu même t'installer dans la région. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, on a dû déménager. On est très heureux de ce choix. Et effectivement, c'est l'évolution de la série française. Alors évidemment, il y avait d'autres quotidiennes avant, mais au-delà de ça, je pense que, je vais encore reparler des anglo-saxons, mais ils sont quand même précurseurs dans cette tradition des quotidiennes, des TV shows. Il y en a moult, en tout cas en Angleterre. Et je pense que la France avait un petit retard et que ça vient. C'est-à-dire que cette espèce de popularité, on entre chez les gens, Downton Abbey, mais il y en a plein d'autres. Enfin, on se remet un petit peu à niveau par rapport à ça. Et effectivement, de manière régionale, c'est absolument génial ce qui se passe ici. Tout le nombre de techniciens qui travaillent et tout le travail que ça donne à la mise en lumière de la région. Mais en toute manière, elle est magnifique, donc il n'y a qu'à la filmer. Oui, donc il y a 2 questions en une, mais en tout cas, effectivement, le paysage télévisuel avec des nouvelles plateformes est en train de changer et il faut prendre le train en marche. Oui, faut prendre ça. Et ça donne beaucoup d'opportunités de travail pour certains comédiens, parce qu'avant, effectivement, je sais pas, il y a 10 ans, il fallait avoir un nom, ou alors c'était du bol si on était choisi pour le rôle titre sans être connu. Donc oui, c'est que du bon. Et puis c'est l'air du temps, et c'est comme ça, voilà. Et on l'a vu, le nombre de gens qui ont consommé ce genre de plateforme pendant le confinement, et on fait partie de quelque chose d'essentiel, que ce soit populaire ou pas, parce qu'on n'est pas obligé. Enfin, ce genre de plateforme peut aussi soutenir des projets qui racontent d'autres histoires. Moins majeur, ouais. Et ça doit être un exercice aussi assez différent, le fait que ce soit une quotidienne, et même j'imagine dans la gestion, j'ai aucune idée de comment ça se passe dans les coulisses, si on tourne toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, plein d'épisodes.
Mais il doit y avoir cette gestion-là aussi au fil Alors, de l'eau, c'est une gestion de fou. C'est-à-dire qu'il y a un planeur, c'est quelqu'un qui fait les plannings et qui s'occupe de 4 équipes de tournage en permanence. Ça tourne tous les jours, sauf le dimanche, parfois le samedi, et ça ne s'arrête pas. Il y a peut-être 2 jours ou 3 jours de congés annuels maintenant pour garder ce rythme et cette avance qui est nécessaire. Et c'est une machine c'est un train lancé, incroyable. C'est un train lancé en fait, Voilà. C'est un train en marche. Donc ça ne s'arrête pas avec des grosses journées. Quand on est sur un décor, moi je sais que je peux avoir 8 à 9 séquences par jour et c'est ça tourne, et pour tout le monde, ça tourne. Et ça tourne et effectivement les comédiens ne tournent pas tous les jours, certains plus que d'autres, mais en tout cas ça ne s'arrête pas. Alors justement sur l'évolution de ta carrière, là on a vu l'ensemble des aspects. Tu te projettes vers quoi justement avec ces opportunités de plateforme, les longs métrages dans lesquels tu es présente aussi peut-être un désir international après justement l'expérience à French Film et tout ce que tu as pu découvrir aussi dans ta formation. Ça, j'avoue que c'est mon rêve, mon petit rêve que j'ai failli faire parce que je voulais avoir un agent en Angleterre. Et puis, à un moment donné, la famille arrive et on voit les choses autrement. Mais je me projette dans plein de trucs. Après, j'ai envie qu'il y ait plein de trucs qui arrivent parce que forcément, tout en continuant un si grand soleil, je pense que même la production le comprend très bien. Il y a un moment donné, on a besoin de se nourrir d'autres choses. Bien sûr. Ça, on peut pas, on revient avec une nouvelle énergie. C'est très important d'aller travailler et d'incarner d'autres personnages. Alors, je me projette dans plein de trucs. Et plutôt à l'international alors, enfin, en tout cas, il y a ce désir. J'aimerais beaucoup. Alors l'international, l'envie d'œuvre, peut-être aussi l'envie de tourner avec tel et tel réalisateur. Comment tu l'orchestres? Raconte-nous un peu comment ça se passe. J'imagine que tu as une agence ou un agent. Comment en fait tu vas décider de dire je vais faire tel casting ou je vais prendre contact avec telle réalisatrice ou tel réalisateur, tu vois, voilà, c'est quoi un peu le cheminement finalement, la gestion de ta carrière comme ça à venir? Alors la gestion, c'est une très bonne question. On est en tant que comédien un petit peu dans une position où on est choisi. Oui. Alors après, on peut essayer de se débrouiller pour faire tel ou tel casting, être au courant des choses, appeler son agent. C'est aussi l'agent qui vous appelle quand il y a quelqu'un qui veut vous voir. Mais ça, c'est assez... tous les jours est différent. En fait, il n'y a pas... alors effectivement, il faut être malin. Et c'est un deuxième métier qui n'a rien à voir avec le fait d'être interprète. Et il faut savoir le faire. Voilà, faut savoir aller chercher les projets. On parle souvent faut savoir aller au-delà de sa timidité. Oui. Et puis, ce qu'on dit, c'est que finalement, il n'y a pas de honte à dire qu'on a envie de travailler avec quelqu'un, puisque c'est un métier de désir. Mais faut mettre sa timidité ou sa pudeur ou de côté. Et ça, dans votre formation, c'est pas du tout présent? Parce que je viens d'y penser comme ça, le côté d'apprendre à peut-être que maintenant, les nouvelles écoles, en tout cas... Là, ce serait intéressant. À mon époque, non, on ne nous apprenait pas ça, non. Oui, on dit la vie est faite de rencontres. Toi, si tu avais une rencontre à faire et que tu as envie de la provoquer, si tu devais nous citer une femme ou un homme comme ça avec qui tu as envie de faire un projet, ça serait quoi Écoute, moi, il y a plein de réalisateurs, si on parle de français, avec lesquels j'ai envie de travailler. Évidemment, on parlait de Jacques Audiard comme ça en off, évidemment. Mais je pense aussi à des cinémas de femmes. Je trouve que... je pense à Emmanuelle Berco qui est très intéressante dans son approche et dans les sujets qu'elle choisit. Je trouve que Mai Wen est de plus en plus une cinéaste. Elle est partie de l'intime et elle avait besoin de partir de là pour arriver à des films hyper aboutis pour moi comme Police ou Mon Roi. Voilà, il faut parler aussi de ces femmes qui émergent et qui sont vraiment là. On a vu, je n'ai pas du tout vu le film qui a été primé à Cannes, mais c'est une femme. Voilà, après, moi j'ai aussi une prédilection pour des réalisateurs américains. Je sais pas, là d'un coup ça me vient, Paul Thomas Anderson qui a fait Magnolia entre autres. Ce cinéma-là, moi, Plein de projections. je le trouve dingue, quoi. C'est pas des projets, mais c'est des rêves mais ou des projections, envies. des envies. Ouais, mais bien sûr. Et après, tout ne me vient pas parce que
il faut avoir une espèce de punchline dans ce métier où tu connais les noms par cœur et moi ils ont tendance à m'échapper. c'est fâcheux. Mais voilà, effectivement, il y a plein de… On va suivre ça de près. On va faire une petite coupure là avant de parler de ta vie privée aussi et du volet personnel qui est intéressant. Bon, on va être sur un classique du club, hein, on va pas se le cacher. On t'a demandé de venir avec un objet, donc toi tu es venu avec cette poule, c'est ça exactement, non? Oui, écoute, elle ne me quitte pas. Tu l'amènes partout, c'est ça? Alors, j'ai trouvé une valise adéquate. C'est pour ça qu'on me voit tout le temps avec une grande Elle est valise. sur roulette. Je la cache un peu, j'avoue, mais… Ouais. Voilà. Non, ouais, on comprend. Alors Voilà. dévoile-nous donc l'objet. Alors que tu nous as devant apporté. cette poule, alors j'ai amené, alors pour le coup c'est très personnel et en même temps ça l'est pas tant que ça. C'est un scénario Ah oui. Oh. c'est personnel parce que c'est une première version. Un scénario de qui? De moi. Ah, de toi. De moi. Et je me suis dit que je me suis posé la question de savoir ce que j'allais apporter comme objet personnel et ça l'est puisque je ne l'ai pas encore mis en mouvement, c'est resté une première version et que ça me titille et c'est une partie de ma vie que j'aimerais développer. Ouais. Voilà, j'ai écrit des cours, etc. Et effectivement, la vie a fait que. Après, voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie, pour une femme. Et voilà, je me suis dit qu'en apportant cet objet qui était personnel, puisque je l'ai pas, voilà, vous êtes les premiers à savoir que… Il est intime pour l'instant, voilà. Il est intime dans le sens où, voilà, il faut se mettre… il est au début d'un processus de travail. C'est objet de voir ça et ça doit être un exercice mais tellement complet et énorme d'écrire quelque chose comme ça, c'est vraiment énorme, quoi. Enfin, je n'ai pas vraiment les mots sur ça parce que moi je suis assez impressionné sur cette capacité justement à C'est un vrai écrire métier. quelque chose. Alors c'est un vrai métier. Voilà, et qui est C'est lié au un tien, vrai mais métier. c'est un autre C'est un métier, vrai hein. métier Voilà, et ça. je pense qu'à un moment donné, le fait d'avoir ce métier n'est pas scénariste qui veut, même si on a une histoire à raconter. Ouais. Il y a vraiment un exercice de dramaturgie qui n'est pas inné, ou alors si ça l'est, ben, c'est vraiment un don exceptionnel. C'est qu'à un moment donné, on se heurte forcément à des étapes qu'on a du mal à franchir dans la dramaturgie. Tu parlais du rythme en plus. Tout à l'heure. Oui, du rythme, et puis qu'à un moment donné, ben, c'est un vrai métier, le métier de scénariste. Ça, c'est sûr, et j'avais fait une très très belle rencontre. Voilà. Donc On va suivre ce projet-là de près. Écoute, en tout cas, maintenant, il a quelques années, mais je sens que voilà, ça me titille de le… D'y continuer, d'y consacrer. Ouais, d'y consacrer, puisque l'écriture a toujours été là dans ma vie, mais effectivement, on parlait de la position du comédien qui est choisie, et je pense que il y a un moment donné, on ne peut pas attendre d'être choisi toute sa vie. Il faut le provoquer. Ouais, merci de cette confidence, Marie-Gaëlle. On te demande aussi traditionnellement en fait, de choisir également ou de pointer du doigt comme tu veux ou d'attraper un des objets de notre décor pour savoir un peu la symbolique voilà, l'écho que ça fait en toi. Alors, de la poule ou de… Écoute, moi je vais choisir ça. Le rondin de bois. C'est un rondin de bois, donc ça parle d'un arbre qui a existé et voilà. Et la nature est hyper importante pour moi et je m'y ressource beaucoup et surtout mes enfants connaissent ton attachement à ça. Mon attachement aux arbres. Il y a un engagement derrière potentiel. C'est quelque chose dans lequel tu peux éventuellement te projeter je pourrais quelque part de porter ta voix pour. Je pourrais complètement. D'accord. Oui. Ça c'est une opportunité, une possibilité qui peut. Oui. Que tu sens en toi, après c'est des rencontres qu'on fait, ouais, mais évidemment après on a chacun nos convictions. C'est pas parce qu'on est acteur qu'on va mettre tout et porter et dire publiquement tout ce qu'on est, mais bien sûr, ouais. Alors dans l'engagement et dans le côté sociétal, tu as beaucoup parlé de tes enfants, de ta famille. C'est un sujet en fait qu'on tient effectivement à partager avec toi. Dans finalement cette double presque vie, ce double projet comme double tu dis, projet, Alex, c'est un double projet. C'est complètement. Ça. Le fait d'être maman de 2 enfants, actrice aussi. Comment tu gères les absences, les tournages, voilà la vie quotidienne.
et finalement la place de la femme dans cette industrie-là qui est dure aussi, comme tout le monde professionnel. Oui, elle est dure parce que, d'abord, par rapport à l'époque, on a une époque où l'enfant, il prend une place que nous, enfants, on n'avait pas On n'avait forcément. pas, tout à fait. Et je pense que cette place-là, elle est déstabilisante pour une femme qui a envie de continuer à travailler et en même temps qui a très envie de s'occuper de ses enfants et surtout dans le métier de comédienne et de comédien où on a besoin à un moment donné de se resserrer, d'être non pas individualiste, mais d'avoir cette espèce de pulsion Hyper concentré sur... pas avec l'ego, mais il y a un moment donné, il faut y aller, il faut se concentrer sur soi. Or, quand on devient mère, soi passe Après. bien après. Et il est certain que moi, de manière, sans le réfléchir, de manière presque, j'allais dire, animale, j'ai fait passer à un moment donné de ma vie tout cela avant tout le reste. Et ça fait partie de mon chemin. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'il y a un temps pour... et j'admire ces femmes, ces chefs d'entreprise ou ces femmes qui sont salariées, qui sont obligées de reprendre leur travail et quel déchirement ça peut être. Et en même temps, on en a besoin parce qu'il faut aussi qu'il y ait une autre vie. Mais oui, c'est compliqué cette question de la maternité quand on aime ce qu'on fait. Alors la vie est bien faite parce que ces enfants grandissent. Oui, mais est-ce qu'il faut s'en occuper moins? Oui, là, on s'en rend compte que finalement... Telle est la question. Alors on dit petit souci, je crois, et grand souci. Mais le fait qu'ils grandissent vont aussi te permettre, peut-être toi, dans quelques temps et assez rapidement, de reprendre une place peut-être professionnelle plus importante, des engagements, des projets, voilà, une autre... Oui, non, mais de toute manière, moi, je ne prends pas ça comme un frein du tout, mais simplement, j'ai fait un choix à un moment donné, et c'est vrai que... voilà, il y a un temps pour tout et les choses, elles viennent quand elles doivent venir et quand on laisse la place pour qu'elles viennent. Derrière, est-ce que j'entends qu'il y avait une forme de tabou aussi dans ce métier-là, comme dans d'autres métiers, dans cette gestion quelque part de la maternité et du fait d'être mère, et est-ce que c'est en train d'évoluer, si c'est le cas, à ton avis? J'espère, parce que, alors, si on parle vraiment précisément et spécifiquement du métier de comédienne, c'est un peu général. Moi, j'ai beaucoup d'amies comédiennes qui travaillaient beaucoup et il y a un moment donné, comme par hasard, il y a moins de projets qui tapent à la porte. Il y a moins de projets parce qu'on passe à autre chose, parce qu'on n'est plus la même personne et c'est universel. Et que faire pour que ça n'existe pas? C'est un vrai sujet, on a eu C'est l'occasion. un vrai sujet, mais pour tout le monde, pour toutes les femmes. On en a parlé avec notamment des sportives de haut niveau qui ont la même problématique. Et les choses évoluent, j'ai l'impression, quand même, dans la société au sens large. Et chaque parcours est particulier. Il y a des femmes qui vont se remettre à travailler ou qui vont avoir cette opportunité parce qu'elles sont déjà dans une continuité. Et il n'y a plus qu'à remettre les pieds dans les chaussures pour avancer. Marie-Gaëlle, maintenant on va passer au dernier pan de l'émission. Donc on va te demander de jouer un rôle, le rôle finalement de Marie-Gaëlle Cals, mais dans la vie et en tant qu'entrepreneuse. Si tu as un double projet, tu vas rejoindre Eddy dans le petit salon tout de suite pour l'interview entrepreneur. Bonjour Marie-Gaëlle. Bonjour Eddy. Bienvenue dans le petit salon de l'entrepreneuriat. Merci. Comme tu le vois, nous t'invitons dans ce deuxième fauteuil afin d'évoquer avec toi une idée potentielle de création d'entreprise, une entreprise idéale. Si ce projet devait exister demain et que tu devais le mener, à quoi ressemblerait-il? Qu'est-ce que tu aurais aimé développer et à quelles problématiques tu aimerais répondre? Écoute, on parlait de l'écologie. Effectivement, c'est un thème qui m'est cher. Il y a également, il y a beaucoup de choses qui m'intéresseraient, envisageables. Mais la chose, si tu me poses la question, si j'étais chef d'entreprise, il y a quelque chose que je mettrais en place, c'est une technique de managing où chaque salarié se sent gratifié.
Le rapport à l'humain est très fort. Non, La alors première là, chose qui voilà. te vient, c'est... Moi, c'est le rapport à l'humain. Je pense que c'est fondamental d'avoir une vision, une rencontre avec chacun, de voir parce que plus on s'intéresse à l'humain, plus il donne le meilleur de lui. C'est pas que ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, mais je pense qu'il faut vraiment gratifier les gens, être curieux d'eux. D'accord. Et Donc, quelque part, tu aurais une approche entrepreneuriale qui serait peut-être portée sur une méthode de management ou de conseil ou de service pour essayer de rendre meilleur finalement le monde de l'entreprise. oui, je pense que le monde dans l'entreprise a décidément besoin, en tout cas certaines, d'être choyées. D'accord. Ouais, pour que les gens soient heureux d'aller travailler. C'est parce que ça fait partie, il faut travailler pour vivre. Et il y en a qui, voilà, il y a des drames aussi qui peuvent arriver dans certaines entreprises, on l'a vu. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout change. Donc, très bien, ce projet serait une très belle perspective. À travers cette aventure entrepreneuriale, toi, tu imaginerais avoir quel rôle? Quel serait pour toi? Ou dans quelles compétences ou envies tu irais puiser pour jouer un rôle dans cette entreprise? écoute, moi je pense que si je montais aujourd'hui une entreprise, j'aurais envie de, justement peut-être du fait d'être... j'ai peut-être cette fibre d'avoir envie de monter une entreprise. C'est possible, mais... On ne parle pas d'un projet fictif alors peut-être? Non, une envie qui est concrète. Alors je vais évidemment me former et aller parce qu'on ne se lance pas comme ça. Mais, et puis j'aimerais bien réunir des artistes, voilà, aller chercher des artistes, des gens que j'aime, des gens dont le travail me touche. Et qui peuvent avoir un rapport aussi la nature, la peinture. Très bien. Et du coup, en parlant d'aller chercher des artistes, justement, l'entreprise entrepreneuriale étant une entreprise collective, si ce projet existait demain, quel serait pour toi le partenaire idéal, l'associé idéal, avec qui aimerais-tu travailler dans ce type de projet? Est-ce qu'il y a des Alors, noms ou des l'associé rôles qui te idéal nécessaire, je pense que ça serait une partie financière et qui s'occupe des choses peut-être juridiques, concrètes. En tout cas, c'est pour ça aussi qu'il faudrait que je me forme parce que cette partie-là, moi je suis plutôt... Une partie toujours importante mais qu'on n'a jamais envie de faire, j'ai voilà. l'impression. Non mais je pense que c'est aussi important de bien s'entourer et puis après d'avoir une envie commune puisque un partenariat, c'est pas... c'est égal. Donc, exactement. Et on dit que très souvent, c'est un mariage aussi, voilà. l'association entrepreneuriale. Oui. Eh bien, Marie-Gaëlle, merci beaucoup pour cette interview dans notre salon, dans notre petit salon de l'entrepreneuriat. Et je vais t'inviter à rejoindre de nouveau Jeff et Alex sur le Fauteuil Club. Merci à toi. Merci Marie-Gaëlle. Effectivement, on arrive à la fin au dernier chapitre de cette émission qui est passée très vite parce qu'elle était riche une nouvelle fois. Donc on voit que ta vie, elle est à multiples facettes. Effectivement, il y a la vie personnelle et familiale à gérer. Il y a cette carrière qui est en plein boom. Et puis, il y a cette possibilité, on le voit, tu aimerais finalement t'intéresser. Tu es déjà en train d'ouvrir une autre palette artistique avec ce métier de scénariste éventuel qui peut ouvrir. Tout ça est passionnant. Dis-nous, là maintenant, pour finir, ton actualité, peut-être les tournages sur lesquels tu es lancé, voilà, les autres projets du moment. Oui, alors évidemment, je reprends ma rentrée avec Un si grand soleil très bientôt. Et je pars sur un tournage qui est un court ou moyen métrage produit par Canal+, d'Olivier Perrier, qui est un film d'anticipation. Voilà, avec une dimension écologique justement et un peu enfin pas avant-gardiste mais d'anticipation. Et je suis très heureuse de participer à ce projet. Donc Génial. je pars très bientôt. On va suivre ça. On te remercie beaucoup, Marie-Gaëlle. Merci à vous, merci de ce super concept. Je suis ravie d'avoir été là avec vous. On espère que tu as passé un super moment. Ouais, c'est le cas. C'était un super moment, Alex, avec beaucoup de choses, encore une fois, beaucoup d'infos. Beaucoup de contenu, beaucoup d'échanges et de générosité. Non, c'était super. Merci.
Merci à vous. à vous aussi d'avoir suivi voilà, le parcours de cette belle personnalité qu'est Marie-Gaëlle Gals. On vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions. On remercie nos partenaires, les studios PM dans lesquels nous produisons cette émission, Gravity qui est à l'origine du projet, Mona Market pour le décor et bien sûr tous nos partenaires techniques, l'équipe qui est derrière. Voilà, c'est une belle aventure et on espère que vous allez nous suivre encore dans le club, le talk show, toujours aussi positif. Au revoir. Ciao. Ciao. Merci Marie-Gaëlle. Merci à vous, vraiment. C'était top. Merci beaucoup. Merci à toi.